Vous vous souvenez que nous avons commencé hier en parlant de la transformation, en parlant évidemment de la transdisciplinarité. Et nous avons même, s'il vous plaît, dans l'introduction, pensé à cette question des matières premières qui deviennent autre chose. C'était l'exemple du blé qui venait de la farine et autres éléments de transformation. Ce matin, nous avons une transformation du corps. Nous avons une transformation des sciences et des sciences humaines hier. Nous allons continuer cette transdisciplinarité avec quelque chose de plus singulier encore, avec Marie Quatrôme. Marie Quatrôme se destinait au métier d'éducatrice, avec un diplôme d'éducatrice, de jeunes enfants, puis de psychomotricienne. C'est sa rencontre avec son mari, Alain, dont les parents sont fromagers, qui va bouleverser son avenir professionnel. À eux deux, ils rachètent et agrandissent l'entreprise familiale. Depuis, Marie Quatrôme dirige, avec son mari et ses deux enfants, Nathalie et Maxime, 2 fromageries à Paris 7e et ici les Moulineaux. En 2000, elle devient, s'il vous plaît, la première femme élue meilleure ouvrier de France dans la classe fromagerie. En 2002, elle obtient la médaille de l'Ordre du Mérite, remise par le ministre du Commerce. En 2014, Marie Quatrôme est promue au grade de chevalier de la Légion d'honneur, la plus haute décoration honorifique française. Je pense que nous pouvons applaudir très chaleureusement Marie Quatrôme, qui est présente ici, que je demande d'accueillir sur scène avec moi. Marie Quatrôme nous a prévu une après-midi originale, une dégustation originale, avec des dégustations différentes, avec une expérience différente. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un véritable honneur de vous recevoir aujourd'hui. Et nous vous laissons la place. Merci, c'est gentil. Merci à vous de m'accueillir. Je suis très honorée et très impressionnée d'être devant vous tous. Voilà, Monsieur Pavie m'a présenté. Et en effet, c'est vrai que je ne me destinais absolument pas à ce métier de fromager. À tel point que lorsque j'ai rencontré mon époux qui était fils de fromager, je me suis demandé si j'allais pas me sauver en courant. Mais le fait est que je suis restée. Mais le deal, en fait, avec mon mari, c'était « Ok, tu essayes de reprendre l'entreprise de tes parents, mais dans ce cas-là, moi, je poursuis mon chemin. » Et puis, il y a un moment donné où le métier de psychomotricien, ne recrutant pas, parce qu'on était tout au début de l'entreprise, on était tout au début de cette profession, finalement, on a choisi de reprendre l'entreprise de mes beaux-parents, comme M. Pavie vous l'a précisé. Donc voilà, donc petit à petit, je me suis adaptée à ce métier. Et à un moment donné, j'avais le sentiment toujours de subir ce métier plutôt que de le partager. Et il y a un moment donné où je me suis dit, et c'est là où on est aussi quelque part dans un processus de transformation, je me suis dit, plutôt que de subir ce métier, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où je peux en faire quelque chose, moi, en fonction de mon expérience passée ? Donc c'est là où j'ai fait en sorte d'utiliser ma formation d'éducatrice et de psychomotricienne pour faire en sorte que ce métier devienne le mien. Et en même temps, le métier de fromager s'est en effet transformé. On était au stade de commerçant. Petit à petit, on a glissé vers la notion d'artisan, avec un véritable intérêt pour le produit, pour l'origine de produit, pour la façon dont il était fabriqué. Et c'est quelque chose qu'on allait volontiers voir avec nos enfants quand ils étaient petits, sur les lieux de production, voir de quelle façon le lait était récolté, le lait était soigné, les animaux étaient soignés, et de quelle façon le lait était transformé en fromage. Voilà, donc c'est quelque chose qui m'a redonné goût, je dirais, enfin, à la joie d'être fromagère. Et cette évolution, vous l'avez vue aussi, alors pas vous, mais vos parents, dans la façon dont le métier de fromager a été appréhendé. Au départ, on parlait de BOF, donc acronyme BOF, on ne peut pas dire que ce soit vraiment sympathique comme acronyme, et c'était beurre of fromage. Et puis petit à petit, c'est devenu crémier. Mais crémier, on restait dans la notion de crème, de beurre, d'œuf, de lait. Mais il n'y avait pas cette notion de fromager, donc d'affineur. Et là aussi, on est dans une notion de transformation. C'est-à-dire qu'à notre génération, petit à petit, on a apporté cette valeur ajoutée le produit existe tel qu'il est, mais celui que l'on vend n'est pas celui que l'on va recevoir. Et c'est ça que je vais vous montrer avec la dégustation de brie tout à l'heure.
c'est que ce travail est fait au fur et à mesure par les affineurs d'abord, auxquels je rends hommage et sans qui je ne serais pas là devant vous aujourd'hui, par les transformateurs de lait en fromage et par nous-mêmes en dernier ressort, et par vous après les dégustateurs, parce qu'on a besoin de vous tous aussi. C'est-à-dire que sans votre présence et sans votre gourmandise, le fromage n'existerait plus. Voilà, donc c'est un maillon, on fait partie d'une chaîne et on est un maillon parmi tant d'autres. Voilà. Ce qui m'a intéressé aussi en préparant le titre de meilleur ouvrier de France, c'est toute cette dimension historique et géographique qu'a le fromage. Par exemple, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi on avait des petits fromages dans les vallées et des gros fromages dans les montagnes? Est-ce que c'est une question qui vous a déjà effleuré les uns les autres? Non? Qu'est-ce que ça pourrait être d'après vous? Je vais juste vous donner des pistes. C'est quoi le fromage en définitive? C'est juste le moyen qu'a trouvé l'homme pour garder le lait. Au départ, c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous avez eu... J'ai fait passer, avant mon intervention, 2 photos que j'ai prises en Iran au mois de mai dernier. Vous avez effectivement une femme, c'est pas très loin de Persépolis, sur les hauts plateaux d'Iran. Vous avez une femme qui est en train de fabriquer du fromage et le lait, en fait, est mis dans une peau de chèvre. Et simplement, en balançant cette peau de chèvre sur un espèce de balançoire, elle fait ce mouvement de va-et-vient qui permet au lait de se séparer du caillé et donc de fabriquer de facto du fromage. Et ça, c'est ce produit de transformation. Pour moi, quand j'ai préparé mon titre de meilleur ouvrier de France, ça a été quelque chose d'extraordinaire pour moi parce qu'on avait là un produit vivant. Et en fait, chargé vivant et chargé d'histoire. Et c'est quelque chose qui m'a toujours interloqué et toujours étonné, c'est que ce produit fromage est très profondément ancré dans notre histoire. De la même façon, est-ce que vous êtes interrogé sur le rôle des abbayes dans le rôle du fromage? C'est des abbayes. Je vais peut-être prendre un micro-baladeur, je crois que je serai plus à l'aise. C'est n'importe quel. C'est bon là, vous m'entendez bien? Voilà, je crois que je serai plus à l'aise comme ça. Voilà, le rôle des abbayes, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'était un moyen pour les gens de s'arrêter quand ils allaient sur le chemin de Compostelle, de s'arrêter pour manger. Et qu'est-ce qui était possible de donner à manger aux gens qui passaient dans les abbayes? C'était, en latin, c'est aliquid, c'est quelque chose à. Et aliquid, en dérivant, est devenu aligo. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est l'aligo? Voilà. C'est bon, l'aligo, vous êtes d'accord? Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui m'a... Voilà. Et vous avez cette histoire du fromage qui, finalement, ancrée dans notre vie, dans l'histoire, dans la géographie. Et donc, c'est ça que j'ai aimé découvrir et étudier quand j'ai préparé mon titre de meilleur ouvrier de France. Comment? Ah oui, montagne et plaine, je n'ai pas donné la réponse, excusez-moi. Donc ce lait, ce fameux lait qui est récolté, c'est vraiment un trésor. Mais qu'est-ce qu'on fait du lait quand on l'a? C'est compliqué. Donc le seul moyen qu'a trouvé l'homme pour garder le lait, c'est de le transformer en fromage. Et là, on est dans le thème de votre semaine, dans votre semaine de thème de la transformation. Donc en plaine, la seule solution... si vous voulez, il faut que ce fromage transformé ait peu de kilomètres à parcourir pour pouvoir être mangé et vendu. Donc, dans la mesure où vous avez peu de kilomètres à parcourir, dans ce cas-là, c'est les petits formats de fromage qui sont fabriqués. D'où l'effet, en effet, vous avez des petits fromages fabriqués en plaine, comme les chèvres. Et en montagne, par contre, comme les fromages doivent être gardés longtemps, il faut il faut avoir des gros formats de fromage pour pouvoir attendre que le déneigement et pouvoir descendre en alpage et en vallée pour que ce fromage puisse être consommé. Donc voilà la différence entre les fabrications de fromage en plaine et les fabrications de fromage en montagne. En moyenne montagne, c'est l'Auvergne, vous avez le Cantal, vous avez le Saint-Nectaire, vous avez des petites tomes, des tomes de Savoie également, en Savoie. Voilà. Donc c'est ça la différence entre les deux. Et en fait, c'est ce travail, j'allais dire, ce rapport entre l'homme et le fromage et toute cette transformation qui, moi, m'a intéressée quand j'ai préparé mon titre de meilleur ouvrier de France, et ce sentiment que l'homme avait trouvé un moyen de garder le lait et de le conserver en utilisant ce qu'il avait à sa portée, c'est-à-dire l'outre
que vous avez vu sur la photo, cette photo que j'ai prise donc en Iran au mois de mai dernier. Donc c'est assez étonnant. Voilà. Que vous dire d'autre? Alors attendez, qu'est-ce que j'en étais où? Oui, vous dire aussi que ce qui m'a aussi intéressé, et on est alors dans la transformation, mais surtout ce qui m'a étonné, c'est notre place sur le globe terrestre. La France est le pays du fromage, on le dit très souvent, et on est à une croisée de chemins. On est une terre de rencontre, une terre d'échange, une terre de passage. Et les habillés en sont aussi un témoin. Et cet échange a fait que finalement, c'est comme ça qu'on a eu des chèvres jusqu'à Poitiers avec l'invasion des Sarrasins, qui sont montés jusqu'à Poitiers, qui ne se déplaçaient pas les armées sans leurs troupeaux. Donc ces troupeaux-là sont restés sur place, d'où effectivement tous ces chèvres qui sont restés. Et c'est cette dimension interculturelle aussi qui m'a intéressée quand j'ai préparé mon titre. Et c'est aussi cette dimension-là que le fromage nous apporte et qui, moi, m'a toujours intéressée également. Voilà. C'est difficile de parler devant vous tous, excusez-moi. Ah oui, les bris. On va peut-être... je vous ai proposé, une dégustation de bris. Alors, l'idée, c'était de vous apporter quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de manger, c'est-à-dire un bris tout jeune, tout au début de sa fabrication. Vous n'avez pas l'occasion, sauf à aller sur les lieux de fabrication. Et là, on travaille avec une maison qui s'appelle la maison d'Angers. Et donc, je vous ai préparé des petites assiettes de dégustation. Vous avez un bris qui a que quelques jours de vie. En gros, il a 10 jours de vie. Donc, on va vous passer cette dégustation de fromage. Et vous avez 3 stades différents de bris. On va laisser passer les assiettes et ensuite, je vous expliquerai la dégustation. Les assiettes vont être données... C'est une assiette pour 4 où il y a plusieurs fromages dessus. C'est difficile. C'est clair? D'accord, merci. Alors, sur ces assiettes, vous avez 4 morceaux de bris différents. Non, 3 morceaux, pardonnez-moi, de bris différents. Bien sûr, vous démarrez par le plus blanc, c'est le plus jeune. Vous êtes juste là à quelques jours après la fabrication du lait en fromage, du lait en caillé. Et là, on est dans le mode de la transformation. Pour faire un bris, ça fait à peu près 3,2 kg. Et il faut 25 litres de lait pour le fabriquer. Donc ça vous donne une idée du travail de transformateur. Vous prenez une cuve avec 25 litres de lait, vous mettez un tout petit peu de ferment lactique pour de le préparer au caillé. Ensuite, vous mettez un petit peu de présure. C'est bon? Non? J'attends un petit peu. Alors, je vous laisse d'abord regarder les assiettes et puis après on en reparlera. J'ai juste une assiette que je vous montre. À commencer, vous avez là le premier stade du brie. Là, on a un brie. Alors, le brie, déjà, c'est un fromage à quel lait? Lait de vache, on est bien d'accord. Et vous connaissez la famille? Il y a différentes familles dans les fromages. Pâte molle, à croûte, fleurie. Voilà, ça, c'est le nom de la famille. On est bien en lait de vache et on est sur un brie de Meaux et non pas sur un brie de Melun. Bien que ces 2 fromages soient très proches, en réalité, ils n'ont pas le même mode de fabrication. En brie de Meaux, on est sur ce qu'on appelle un caillé présure. Sans entrer dans la technique, ça veut dire qu'au niveau du caillage, le caillage va être relativement rapide. Le caillé va prendre en 1 heure. Le caillé, c'est quoi? C'est le moment où le lait va se transformer en partie liquide et partie solide. Et donc, ce temps de caillage pour un brie de Meaux est d'1 heure. Parce qu'on a un caillé présure, c'est-à-dire qu'on a ajouté dans le lait un élément qui s'appelle la présure, qui correspond à la caillette de veau. C'est le 4e estomac du petit veau qui permet de précipiter le lait en partie liquide et en partie solide. Contrairement au brie de Melun, qui est ce qu'on appelle un caillé lactique, donc où la transformation du lait en caillé se fait en 18 heures. C'est beaucoup plus lourd et beaucoup plus sensible, et au final, ça vous donne souvent des fromages qui sont plus puissants. Donc, bien que ce soit du même nom, ce sont 2 fromages qui ont un mode de fabrication totalement opposé. Donc ça, c'est intéressant parce qu'au final, ça ne vous donnera pas non plus le même goût et la même maîtrise au niveau de l'affinage.
Donc sur votre assiette, vous avez bien un brie blanc, un morceau de brie blanc. Là, vous avez un brie qui n'a que quelques jours. Au niveau de l'affinage, c'est un fromage qui a 8 jours. Donc c'est un fromage que vous ne pourrez pas goûter autrement qu'au cours de cette dégustation-là. Et c'est grâce à la maison Donget, avec qui on travaille en affineur, que je peux vous proposer ce fromage-là. Et c'est vrai que c'est ça que j'avais envie de vous faire goûter aujourd'hui et vous donner accès à ce type de dégustation-là. Le deuxième fromage, on est sur un brie de meaux classique. Là, vous avez 2 mois d'affinage. Et là, on est à un fromage qui a, on peut dire, à son maximum organoleptique. C'est le fromage que vous pouvez acheter chez tous les fromagers de France et de Navarre. Voilà, classique. Et il est ce qu'on appelle sans blanc, comme vous pouvez voir. La partie blanche, quand elle est restée, c'est ce qui correspond à la partie qui n'est pas complètement affinée et qui reste affinée lorsqu'on veut un affinage parfait, comme vous avez le morceau qui est là. La troisième partie, c'est ce qu'on appelle le brie noir. Le brie noir, c'est un brie qu'on a continué à affiner en cave, humide en général, et qui peut aller jusqu'à 1 an d'affinage. Autant vous dire qu'1 an d'affinage sur ce type de fromage, ça correspond à peu près à du carton. Donc je n'ai pas été jusque-là. Là, on vous propose un brie qu'on en a gardé depuis le mois de mai dans notre cave de la rue de Sèvres. Sachant qu'il faut 2 mois et demi pour fabriquer un brie, c'est donc un fromage qui a quasiment 6 mois et demi d'affinage. 6 à 7 mois d'affinage. Et c'était un brie qui était traditionnellement mis dans le sac à dos des vendangeurs au moment des vendanges parce qu'il pouvait très facilement être mangé. Il avait encore énormément de goût et c'était un produit qui pouvait continuer à être consommé. Et cette idée de transformation, c'est quelque chose auquel je tiens également, surtout vous, pour votre génération, dans l'idée où rien ne se perd. C'est ce que nos anciens nous enseignaient déjà, mais vous n'aurez pas le choix de faire autrement non plus. Donc je crois que c'est une bonne chose aussi. Et même un brie, un fromage devenu vieux, peut continuer à être consommé et utilisé. Les vieux chèvres secs tout à l'heure que vous aurez en dégustation, notamment, ça peut servir de condiment dans les sauces de salade ou dans les préparations de tourtes. Donc c'est tout à fait intéressant. Mais on ne jette pas un produit alimentaire. Et ça, c'est pas... Je ne veux pas être donneuse de leçon en disant ça, mais le fromage est un produit que vous pouvez vraiment consommer jusqu'au dernier moment. Voilà. Donc vous avez cette dégustation-là. J'espère que les bris ne sont pas trop chauds. Vous avez une puissance, voilà, ça monte en puissance au fur et à mesure de la dégustation. Mais le premier et le troisième stade, c'est des stades auxquels vous n'aurez pas accès ou de façon très rare. En tout cas, le premier, c'est pas possible. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de vous faire découvrir en vous faisant découvrir ces 3 fromages-là. Et là, on est dans le vrai travail de transformation d'un produit avec un travail d'affinage et de bonification du produit également. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser éventuellement? Oui? Comment? Ah, du blanc. Alors ça, c'est une question très intéressante, dirait un politique. Question, parce que je ne sais pas si tout le monde a entendu. Voilà. Est-ce qu'il faut du blanc ou du rouge pour aller avec le fromage? Voilà, c'est bien ça la question, monsieur. Voilà. Question, voilà, très intéressante, comme dirait un politique. C'est vrai que traditionnellement, on disait que c'était le rouge qui convenait au fromage en général. Moi, j'ai tendance à dire que maintenant, le vin blanc convient mieux à la majorité des fromages. Alors, je crois que ça correspond aussi au fait que les vins blancs se sont énormément améliorés ces 20 à 30 dernières années. On trouve rarement de mauvais vins blancs, on trouve quelquefois maintenant des mauvais vins rouges. Voilà, donc c'est un peu... Mais pour moi, 100% des fromages pratiquement se marient mieux avec le vin blanc qu'avec le vin rouge. Voilà, donc est-ce que vous avez d'autres questions? D'autres questions en attendant? D'autres questions? Les autres dégustations? S'il vous plaît. Est-ce que c'était pas trop puissant le dernier? Non? Non, ça allait? Parce que c'est vrai que c'est quand même très, très parfumé. Donc, mais voilà, le fromage, vous pouvez vraiment le manger jusqu'au bout. Oh là là, ça c'est la question piège par excellence. Alors la question de monsieur, c'est quoi le meilleur fromage que vous ayez jamais vendu? Je crois que c'est les meilleurs que j'ai jamais vendus, c'est ceux dont j'ai vu la production. Oui, je les ai à peu près tous goûtés. Et ça, c'est quelque chose aussi
qui est intéressant, c'est quelque chose qu'on a fait très volontiers, très rapidement, quand nos 2 enfants qui ont repris l'entreprise et qui travaillent avec nous maintenant ont fait. C'est-à-dire, allez voir sur place les lieux de production et vous remarquez souvent que les lieux de production, la beauté de ces lieux correspond à la qualité du produit. Et ça, c'est une question qu'il faudra aussi vous poser dans l'avenir. C'est le phénomène de concentration des lieux de production au détriment de la qualité du produit fini. Et ça va être un vrai challenge que vous allez avoir à relever. Et ce n'est pas les consommateurs, ce n'est pas vous, les amateurs, qui allez manquer. Je crains que ce soit les produits en eux-mêmes. Et ça sera votre rôle, votre génération à vous, mes enfants et vous, de relever ce défi-là. Il y a un vrai défi à relever, mais vous en avez tout à fait les capacités. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou... Oui ? Pardon, excusez-moi, où est le micro, s'il vous plaît? Je vais reprendre la question. La question de monsieur, c'est... Est-ce que vous... je vous laisse la reposer, alors. N'avez-vous pas peur qu'avec le développement des grandes chaînes de distribution, le métier de fromager disparaisse? Alors, c'est vrai qu'il a eu tendance à disparaître. Vous avez tout à fait raison, mais il y a une quinzaine d'années, à tel point que, si vous pouvez remarquer dans les grandes chaînes de Leclerc ou autres marques, ou autres enseignes, en fait, ils ont fait des copier-coller de mini-fromageries dans leurs rayons. Donc c'est bien que le modèle leur inspirait confiance. Enfin, c'était censé inspirer confiance aux clients. Maintenant, l'année dernière, il n'y a jamais eu autant d'installations de jeunes en fromagerie. Donc la tendance est en train de s'inverser. C'est très très bien. Voilà. Il y a une question tout au fond. Là-bas. Oui. Oui, bonjour. J'achète pas de brie dans des fromagers ou des endroits qui sont assez prestigieux, mais quand je vais acheter mon brie, j'ai vraiment pas l'impression que je goûte à chaque fois au même brie. C'est-à-dire que je peux l'acheter de la même marque, mais pourtant, quelquefois, je vais sentir qu'il aura un goût quand même différent. Est-ce que c'est dû à quelque chose ou... Oui, c'est bien. C'est très très bien. Le jour où votre brie il aura le même goût du 1er janvier au 31 décembre, c'est du caprice des dieux que vous mangerez. Donc c'est... Non mais excusez-moi, ce que vous dites me rassure, c'est très très bien. Il faut que ça ait des goûts différents. D'accord. Ça a des goûts différents en fonction du lait, en fonction de la période à laquelle il a été ramassé, en fonction de l'herbe que la vache a mangée, en fonction du fromager qu'il a fabriqué. Et ça, j'ai une anecdote à ce propos-là. On va tous les ans avec mon époux et les enfants maintenant choisir nos comtés. Au Fort Saint-Antoine, c'est la maison petite avec qui on travaille. Il y a une année, donc ça fait 4-5 ans de ça, il y a une année où on était resté, la maison petite travaille exactement avec 21 fruitières. Les fruitières, c'est les endroits où sont fabriqués le fromage et ensuite il est ramassé, ce qu'on appelle en blanc, et ensuite stocké au Fort Saint-Antoine, que je vous incite à aller visiter si vous en avez l'occasion, qui est situé à côté des Granges d'Arbose ou de Pontarlier. Et donc ces fruitières, on avait nous l'habitude de travailler sur notre réservation sur 3 fruitières bien particulières. Et il s'est trouvé que dans la dégustation, il y en avait 2 qui correspondaient au goût qu'on recherchait, et la 3e, c'était pas du tout ce qu'on voulait. Et on a demandé au fromager de la cave Saint-Antoine, en lui disant « Mais qu'est-ce qui se passe, Yannick? On ne comprend pas, on ne trouve pas. » Il a dit « Je vais vous expliquer, le fromager a changé. » Et ça, c'est à peine croyable, mais je vous assure que c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, c'est vous dire l'importance de la transformation et l'importance de la main de l'homme. Et c'est quelque chose qui, sur le fromage, et moi, me fascine. Parce que là, on avait de facto le résultat d'un changement de la main de l'homme. Et du coup, ça se ressentait au niveau des fromages 1 an, voire 1 an et demi après. Donc, il faut que les fromages aient des goûts différents. Alors, il y a des goûts qui sont à éviter. Il y a un chèvre trop vieux peut être ce qu'on appelle saponifié, c'est-à-dire avoir un goût de savon. Il y en aura peut-être dans la dégustation, j'espère pas. Mais vous avez de l'amertume, vous avez l'excès de sel. Ouais, c'est ça. Mais que les goûts soient différents, il faut s'en féliciter. Le jour où vos fromages auront toujours le même goût du 1er janvier au 31 décembre, mais on n'aura que nos yeux pour pleurer. Donc voilà, oui, c'est assez important. Du coup, j'en ai une deuxième. Oui. Est-ce que c'est possible, à vue d'œil, de voir que 2 fromages auront un goût différent, même s'ils sont dans le même supermarché, au même endroit? Oui, normalement, oui. Vous avez ce que j'appelle des signes extérieurs d'affinage, c'est-à-dire une espèce de croûte qui se décolle un petit peu. Souvent, c'est un signe d'excès de sel.
Vous avez une croûte un peu mouillée. Là, en général aussi, c'est un excès d'affinage. Une croûte un petit peu rouge sur les qu'on appelle un camembert qui fait la casquette, c'est-à-dire la croûte qui se relève au niveau des angles. Et là, en général, c'est un signe d'excès d'affinage également. Ou alors éventuellement des petits points blancs qui apparaissent sur certaines croûtes lavées, sur les époisses, par exemple. Et là aussi, c'est des signes d'affinage excessif. Et ça peut être. Et ça, c'est des signes extérieurs d'affinage qui sont négatifs au niveau de la pâte qu'on va trouver à l'intérieur. Maintenant, j'ai envie de vous dire, ne vous fiez pas aux idées reçues. Et ça aussi, c'est un truc que mon métier m'a appris. On parlait vin blanc, vin rouge tout à l'heure. La plus belle des associations que j'ai jamais goûtée, c'est champagne et maroilles. Comme ça, dit comme ça intellectuellement, c'est débile. Et ben, je vous assure, c'est une dégustation qu'on a fait avec Jean-Pierre Biffy, qui a été chef pendant longtemps de Potel et Chabot, avec qui on a travaillé pendant longtemps. Et on cherchait une association qui sortait de l'ordinaire avec du champagne. On a essayé avec des chèvres, avec du camembert, avec du Brillat Savarin, qui est un triple crème, ce qui, intellectuellement parlant, semblait logique. Et ben, c'est pas ça qui fonctionnait. Ce qui a fonctionné, c'est un maroilles qui était aux 3/4 affiné. Et c'était juste une merveille. Donc l'idée, c'est en vous disant ça, c'est restez, vos acquis, c'est bien d'avoir des acquis, c'est bien d'avoir des certitudes, mais ne vous arrêtez pas à ça. Allez au-delà d'eux. Cherchez ailleurs, allez voir comment ça se passe. Ne restez pas sur ce qu'on vous dit, essayez d'aller voir au-delà des idées reçues, parce que c'est là où vous commencerez à progresser. Si on reste sur ce qu'on dit, on ne progresse pas. Une question sur votre gauche. Bonjour madame. Si jamais demain j'ai envie d'acheter votre fromage, où est-ce que je vais? J'ai entendu dire que vous avez 2 boutiques à Paris, je crois. Alors, il y en a 3 sur Paris et une en banlieue parisienne, à Issy-les-Moulineaux. Mais à l'occasion, je vous donnerai les adresses. C'est pas... Voilà, merci. Excusez-moi. Juste devant vous. Oui. Voilà. Est-ce que vous imaginez d'aller produire un fromage végétarien? Vous êtes en Italie des grands producteurs de fromage avec des fromages absolument magnifiques. Donc non. Vous avez, alors pourquoi pas? Je dis non comme ça. Je tranche directement la question, mais pourquoi pas? Mais vous êtes en Italie des producteurs absolument fabuleux de fromage. Et pour moi, un des plus grands, c'est vraiment le parmesan. Donc, oui, mais toute la question des intolérances, ça c'est quand même quelque chose qui est en train d'évoluer. Les intolérances, c'est-à-dire? Les intolérances au lait animal. Alors, j'ai pas compris. Les intolérances au lait animal, c'est quelque chose qui est en train oui, d'accord. Alors oui, ça c'est un autre problème. Oui, mais là, je ne sais pas quoi vous répondre. Ça, c'est sûr que c'est un problème, mais c'est un problème d'ordre médical. Donc là, c'est un peu plus... que ce soit en Italie ou en France, c'est un peu la même chose, du coup. Est-ce que Marie, nous passons sur la dégustation, juste après? Oui, si vous voulez. Alors, est-ce qu'on peut passer, si vous voulez? Je vous ai proposé 2 dégustations de fromage. 2 brebis qui sont creusées, simplement comme j'aime bien brouiller un peu les pistes. Sur le premier, à ma gauche, vous avez un brebis des Pyrénées, nature, et également au piment d'Espelette. Et sur ma droite, c'est des chèvres secs, brebis creusées également, de la famille des Ossauerati. Donc on est bien sûr dans les Pyrénées, une AOC. Et là, vous êtes sur un chèvre très sec. Donc ça, c'est des chèvres qu'on a affinés dans nos caves et des brebis également. Sachant qu'on les reçoit environ, pour les brebis, ils ont à peu près 2 à 3 mois d'affinage déjà. Et on termine l'affinage tout doucement chez nous. Voilà. Donc, si vous voulez passer à la dégustation. On prend 2 fois 5 volontaires, et puis après, il y a suffisamment pour tout le monde. Mais s'il y a 2 fois 5 volontaires qui veulent venir goûter ces 2-là pour commencer, allez-y. Allez. Marie, choisissez, pas moi, c'est pas à moi de choisir. Non. Marie, choisissez 10 personnes dans le public que vous voulez. Je ne veux pas être coupable de ça. C'est trop dangereux. Messieurs. Ah oui, d'accord. Okay. Oui, c'est ça, les volontaires, c'est pour distribuer après, effectivement. Ah, c'est une blague. Alors, démarrez par les brebis, là. Allez-y. Oui, prenez du bout des doigts. Je vous assure que la main, c'est un des outils les plus merveilleux que je connaisse. Alors, Marie, vous avez une question? Oui, petite question. Vu que le fromage, c'est un produit qui a vocation à être international, on l'en voit partout dans le monde. Comment vous faites, vous, vu que c'est un produit assez de luxe que vous vendez, meilleur ouvrier de France, pour garder l'état de transformation tel qu'il était en sortant des caves, en sortant du processus de production, pour l'acheminer aux États-Unis, à Singapour ou autre, pour qu'il reste tel qu'il est? Vous avez des technologies particulières? Alors, il y a une possibilité. On envoie effectivement les fromages la plupart du temps sous vide.
Donc c'est ce qu'on appelle un sous-vide de confort pour les fromages, mais ça n'est pas un sous-vide de conservation avec réinjection d'azote. C'est simplement du froid, c'est simplement un vide d'air qui est fait et qui permet au fromage d'être prolongé et de supporter le voyage. Sachant que les modes de transport sont quand même relativement faciles et qu'avec l'avion, vous allez à peu près... Mais après, ce n'est pas un problème de conservation qu'un problème de coût de transport. C'est ça le souci. Donc le problème économique, il se pose là. C'est que du coup, un époisse qui est envoyé au Japon vaut extrêmement cher compte tenu du coût de transport au niveau avion. Mais les compter, c'est pas compliqué parce qu'ils partent par bateau, donc ça, c'est pas compliqué. Et en général, c'est pas forcément de chez nous que ça part, mais ça part en général de chez l'affineur. Voilà. Donc, voilà. Alors, les dégustations, je voulais juste vous attirer votre attention sur le phénomène de l'affinage. L'affinage, en anglais, on dit c'est aging. Aging, et j'aime bien cette idée-là parce que ça reprend l'idée de l'âge. Là, on est aussi sur la transformation et la bonification. Je ne sais pas si vous avez tous eu accès au texte que je vous ai fait passer. J'avais eu l'occasion d'écrire pour les cognacs Hein. Et sur l'idée que finalement, le vieillissement était une transformation en bonification. Maintenant, il faut avoir la sagesse d'arrêter au bon moment. Et c'est aussi tout notre travail d'affineur, de se dire, là, stop, on arrête. Le fromage est à son maximum organoleptique, donc on arrête de l'affiner. Et dans ce cas-là, on le met en vente. Ou alors, éventuellement, il est stocké en cave très froide et l'affinage est de facto stoppé. Voilà. Alors, je ne sais pas quelle est la réaction des uns et des autres. C'est délicieux? D'accord, ok. Vous le trouvez? Alors, c'est peut-être la chaleur. C'est peut-être la chaleur, mais c'est pas... Non, c'est pas poivron, c'est du piment d'Espelette. Piment d'Espelette, voilà. Et là, vous avez aussi 2 produits d'un même terroir qui sont associés. Donc, fromage de brebis et piment d'Espelette. C'est brebis, tous les... Oui, absolument, brebis. Alors là, vous avez uniquement sur le fromage de droite, vous avez uniquement des fromages de chèvre qu'on a en affinage depuis 2 à 3 mois, approximativement. Voilà. C'est puissant, c'est puissant. À gauche, vous avez à peu près 6 à 8 mois d'affinage, approximativement. Oui, mais là, alors, absolument. Mais alors, la différence entre les deux, c'est vrai que ce que vous dites est intéressant. Ce que disent ces messieurs, c'est qu'en effet, on a l'impression que le fromage de droite est beaucoup plus affiné que le fromage de gauche, pour la simple et bonne raison que l'affinage aussi est proportionnel à la taille du fromage. Donc, plus un fromage est petit, plus l'affinage long va provoquer une force au niveau, une puissance au niveau du goût. Sur des gros fromages comme les brebis... S'il vous plaît, tout le monde aura de quoi déguster. Ouais. Il va y avoir plus de monde sur scène que dans la salle. Donc, promis, on va s'arrêter et il y aura largement de quoi faire. Vous aurez l'occasion de monter sur scène pour promis, les déguster. Promis, il y en a suffisamment pour tous. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez des questions? Comment? Ouais. L'autre buffet va être également dressé ensuite pour qu'on puisse tous bénéficier de la dégustation. Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions ou... Le fromage est vraiment un produit fabuleux. Enfin, moi, j'ai appris beaucoup et ça a été un des challenges de mon métier. Vous connaissez le début de mon histoire, c'est-à-dire que ce métier de fromagère, je ne voulais pas le faire. Et puis, petit à petit, je me suis dit, plutôt que de me plaindre de ce que je n'ai pas voulu faire, ce que je n'ai pas fait, faisons en sorte que ce que je fais maintenant, c'est-à-dire le métier de crémier fromager, devienne mon métier. Et c'est en préparant le titre de meilleur ouvrier de France que ça l'est devenu. Et c'est vraiment... L'idée, c'est de dire, ne restez pas sur ce que vous n'avez pas, mais voyez ce que vous pouvez obtenir, ou vous pouvez avoir. Et ça, c'est mon expérience qui j'ai envie de vous transmettre, c'est... Voilà, si vous n'êtes pas tout à fait là où vous voudriez être, donnez-vous les moyens d'aller là où vous voulez aller. Oui? Je vais passer juste le micro pour que tout le monde bénéficie. Et juste une petite parenthèse, nous allons faire une autre distribution pendant ce temps-là, pendant qu'il y a des questions. Qui a une question? Voilà.
Et pourquoi vous avez eu ce titre et pas votre mari qui, lui, était fromager à la base? Alors ça, c'est intéressant. Vous êtes un peu jaloux, non? Oui, oui, tout à fait, absolument. Mais il l'est maintenant, vous avez tout à fait raison. Alors, sans rentrer trop dans les détails, mais un petit peu quand même, il était très impliqué au niveau de la profession, et notamment, il faisait partie de la fédération. Et puis, un soir, il est rentré d'une réunion, il était à peu près 12h30, il m'a dit, ça y est, Marie, le concours des meilleurs ouvriers de France s'ouvre aux fromagers. Et là, je lui ai dit, j'y vais. Ça me paraît une évidence. Et j'y allais. Et l'idée d'y aller, c'était pas y aller pour concourir, c'était y aller simplement pour savoir où je me situais par rapport aux copains. Parce que je ne savais pas, je n'avais jamais travaillé que chez moi, en quelque sorte, avec mes beaux-parents et mon mari. Donc moi, le truc, c'était où est-ce que je me situe par rapport aux autres. Et comme j'avais aucune expérience, sauf mon expérience professionnelle, et qu'il n'y avait pas d'annales parce que c'était la première édition, j'ai fait ce que je fais tout le temps, j'ai commencé à bouquiner. J'ai commencé à lire tous azimuts, tout ce que je pouvais trouver sur le fromage, plus toute mon expérience que j'avais avec mon mari et les enfants, et voilà, et les rencontres avec les clients. Et c'est comme ça que le concours s'est passé, en me disant, si jamais je passe les épreuves de sélection, je serai déjà la plus heureuse des femmes. La finale, vous la connaissez. Donc voilà. Ouais. Pour être meilleur ouvrier de France, vous êtes jugé sur quoi, du coup? Pour être élu meilleur ouvrier de France, vous êtes jugé sur quoi? Alors, il y avait plusieurs épreuves, je ne vais pas vous les donner en détail, mais il y avait une épreuve écrite, une épreuve de buffet, une épreuve de dégustation de fromage à l'aveugle, il y avait un QCM, il y avait une œuvre, ce qu'on appelle une œuvre remarquable, c'est le texte qui le dit, c'est pas moi. Et en fait, c'était sur le thème de la pyramide des saveurs, l'année où je l'ai passée. Et moi, j'avais envisagé, j'ai fait une pyramide sur plexiglas, qui, pour la petite histoire, je n'ai vu que le jour du concours, parce qu'elle était tellement fragile, cette base en plexiglas, que j'avais peur de l'abîmer. Donc en fait, je l'ai pas développée avant le jour du concours, tant et si bien que j'avais fait faire une réplique en bois qui a trôné dans le salon de la maison pendant 3 mois. Donc les enfants et mon mari s'en souviennent. Mais quand je dis 3 mois, ça peut-être quasiment 6 mois. Donc voilà, ça a été... voilà. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il faut pour être bon fromager? Qu'est-ce qu'il faut pour être bon fromager? Il faut des bons produits. Je pense que c'est la base. Des bons produits, des bons producteurs. Et encore une fois, c'est peut-être le challenge que vous aurez, vous, à relever, que mes enfants auront relevé dans les années suivantes. Après, c'est connaître le produit, connaître les gens qui les produisent. Je vous parlais tout à l'heure des balades que je faisais avec les enfants et mon mari. Je n'ai jamais été autant impliquée sur un produit que lorsque j'allais voir de quelle façon il était fabriqué. Et là aussi, vous avez une dimension humaine qui est essentielle. Et c'est quelque chose aussi, moi qui m'a épanouie dans mon métier, c'est de pouvoir travailler avec des gens. Donc travailler avec des gens en amont, c'est-à-dire les producteurs, mais travailler avec l'équipe qui mettait en valeur les produits en boutique, qui savait aussi les conseiller. C'est-à-dire qu'on n'était plus des distributeurs de fromage, on était véritablement des fromagers. On était des véritables acteurs. Et l'élément humain est essentiel. Essentiel. Marie, ouais. Nous avons... on va faire la question, mais chacun normalement à la verrine. Si vous voulez peut-être passer à la verrine et expliquer bien sûr, tout à ce qu'est la verrine, et puis on continuera les questions, évidemment. Bien sûr. Alors la verrine, ce que vous avez dans les mains à vous partager, on est traditionnellement dans la famille 4 hommes, on essaie de trouver des produits, de créer des produits à partir des fromages. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Il y a quelques années, il y a environ 20 ans, mon mari a mis au point une fourme d'Ambert au coteau du Lion. Donc voilà. Fourme d'Ambert au coteau du Lion. Et moi, je me suis amusée, pour vous spécialement aujourd'hui. Donc c'est un produit qui n'existe pas encore pour l'instant. On l'a fait spécialement pour vous aujourd'hui. On a fait une mousse à partir de la fourme d'Ambert au coteau du Lion. Donc on a monté en espuma. Donc c'est normalement assez puissant. Donc vous avez la base, c'est fourme d'Ambert au coteau du Lion, avec une crème fleurette fraîche, et ça a été monté au siphon en espuma. Et là aussi, vous partez d'un produit, vous le transformez pour en faire autre chose. Et ça aussi, c'est intéressant. Alors ça suppose d'avoir des bons produits de base. Vous connaissez la classique association des bleus et des vins doux naturels. Et là, on est sur ce mode-là. Alors le grand accord, on parlait vin et fromage tout à l'heure, c'est Roquefort et Sauterne. Et pourquoi ça marche très bien, ces deux produits-là? C'est que vous avez 2 champignons nobles, 2 moisissures nobles. Sur le Roquefort, c'est le Penicillium roqueforti, qu'on retrouve aussi sur poulet bleu. Et sur le Sauterne, c'est le Botrytis.
Et donc, c'est pas étonnant que ces deux éléments fonctionnent si bien. Voilà. Comment? Oui, fourme d'Ambert. Fourme d'Ambert et Coteaux du Lion. Fourme d'Ambert, on est sur un bleu, et Coteaux du Lion, pardon, on est effectivement sur un vin doux naturel. Donc on est sur le même principe de deux associations de produits complémentaires au niveau du goût et qui fonctionnent relativement bien parce que le sel du fromage est adouci par le sucre du vin. Voilà. Est-ce que tout le monde a pu goûter en effet la fourme d'Ambert? Non? On passe aussi au buffet. Je pense que c'est une bonne chose. Peut-être une ou deux questions avant que vous puissiez tous venir déguster tous les fromages qui ont été installés ici. Les dernières questions peut-être? Oui, une toute dernière question juste ici. Deux questions. Chut, s'il vous plaît. Bonjour. Avec votre expérience, aujourd'hui, si vous pouviez donner un conseil à un ou une jeune personne qui se lance dans la vie, un jeune entrepreneur, qu'est-ce que ça serait? Miser sur l'humain. La première chose pour moi, c'est ça. C'est vraiment l'humain et la main de l'homme. Enfin, c'est miser sur ce que vous êtes. Miser sur les relations humaines, miser sur l'humain, miser sur les capacités des uns et des autres. Et c'est quelque chose que moi j'ai appris de mon ancienne formation de psychomotricienne et de travailler avec les enfants, et particulièrement avec les enfants autistes. C'est-à-dire quand il y a une difficulté de relation, c'est compliqué d'établir des relations de travail, c'est compliqué d'établir des relations d'amitié, mais quand vous arrivez à passer au-delà des apparences, de la couleur de la peau, de la longueur des jambes, de la longueur des bras, de la couleur des yeux, et bien là, vous êtes dans le vrai. Et moi, c'est ça que mon métier m'a appris. Donc miser sur l'humain. Merci. Voilà. Dernière question, juste derrière vous. Ouais. Bonjour. Vous avez parlé de pourriture noble là, il y a 2 secondes. Oui. C'était le pénicillium que vous avez dit pour le... Alors, pénicillium roqueforti, oui, effectivement. Alors, c'est de la moisissure de pain de seigle. C'est pas ce qu'il y a sur les oranges aussi? C'est pas du pénicillium quand elles pourrissent et qu'elles deviennent grises? Non, c'est pas la même chose. Par contre, je suis pas capable de vous dire ce que c'est sur les oranges. Mais en fait, ma vraie question, c'était pas ça. Mais j'entends bien, excusez-moi. Mais le pénicillium roqueforti, en fait, est vraiment issu de la moisissure d'un pain de seigle. Et traditionnellement, encore maintenant, dans les petites productions, les petits producteurs de Roquefort, que sont Karl Combe, par exemple, Karl, il doit être 8, Combe, ils sont 10, ou l'inverse. Vous avez encore régulièrement dans les lieux d'affinage des pains de Roquefort, vous avez de loin en loin des pains de seigle qui moisissent. Et il faut 2 mois, 3 mois à peu près. Et ce pain moisi qui devient tout noir est réduit en miettes et puis en poudre. Et c'est cette poudre noire qui est mise dans le caillé au moment de la fabrication du fromage et qui va permettre le développement du bleu. Sachant que pour permettre le développement du bleu, il faut aussi aérer le fromage. Donc, pour rentrer un tout petit peu dans les détails sur le Roquefort, et ça me fait plaisir d'en parler, il faut aussi percer les pains de Roquefort, c'est-à-dire établir des espèces de cheminées dans le pain de Roquefort, de façon à ce que l'air puisse circuler. Et ce pain de seigle moisi va pouvoir permettre avec l'air de fabriquer cette partie bleue qui est dans le fromage. Voilà. Après, sur les détails, vous pouvez aller voir. Voilà. Merci beaucoup Marie. Je voudrais, s'il vous plaît, que de manière très chaleureuse, nous remercions Marie Quatrôme. Ce n'est pas un exercice forcément très évident que de venir. C'est un vraiment plaisir. Merci beaucoup pour tous les étudiants, au nom de tous les étudiants.